L'air de Toulouse portait le parfum des roses du jardin du château de Rennery lorsque je sentis ses lèvres effleurer les miennes pour la première fois. Je ne devrais pas me souvenir de cela maintenant, pas alors qu'il ne reste que 30 minutes avant de marcher vers l'hôtel où Thomas m'attend avec ce sourire qui promet une vie de stabilité et de respect mutuel. Mais me voici, debout devant le miroir de ce salon du 18e siècle, portant la robe de soie française que ma famille a mis des années à financer, et je ne peux penser qu'à cette nuit d'il y a 3 ans, lorsque Amélie et moi nous sommes abrités de la pluie sous le porche de la basilique Saint-Cernin. Ce fut un baiser accidentel. Du moins, c'est ce que je me suis dit à l'époque. Nous étions trempées, riant comme des adolescentes, et lorsqu'elle s'est approchée pour essuyer une goutte qui coulait sur ma joue, quelque chose dans l'air a changé. Ses yeux verts se sont assombris, mes lèvres se sont entr'ouvertes sans permission, et pendant quelques secondes éternelles, le monde s'est réduit à la chaleur de son souffle se mêlant au mien. Puis un groupe de touristes est arrivé, cherchant refuge. Le moment s'est brisé, et nous n'en avons jamais reparlé. Jamais. Maintenant, alors que ma main tremble en ajustant le voile de dentelle d'Alençon, je me demande pourquoi ce souvenir me hante précisément aujourd'hui. Thomas est un homme bien. Nous nous sommes rencontrés à l'université. Nous avons construit une relation solide basée sur des objectifs communs et une compréhension mutuelle. C'est logique, c'est sûr, c'est ce que je suis censée vouloir. Alors, pourquoi ce vide dans ma poitrine chaque fois que j'imagine les 50 prochaines années à ses côtés? La porte s'ouvre et Amélie entre comme un rayon de lumière dans ce salon doré. Sa robe rose pâle met en valeur la teinte méditerranéenne de sa peau, et son sourire illumine toute la pièce, bien qu'il y ait dans ses yeux quelque chose que je ne parviens pas à déchiffrer. Elle tient dans ses mains mon bouquet de pivoine blanche, parfaitement arrangé, comme tout ce qu'elle touche. « Tu es radieuse, Claire », me dit-elle, mais sa voix semble légèrement forcée. Elle s'approche et ajuste une mèche de mes cheveux qui s'était échappée de ma coiffure élaborée. Ses doigts effleurent ma tempe, et je ressens un frisson qui parcourt toute ma colonne vertébrale. Thomas a beaucoup de chance. « Ah, toi aussi tu es magnifique », murmurai-je. Et c'est la vérité la plus honnête que j'ai dite de toute la journée. Elle a toujours été magnifique, depuis le premier jour où je l'ai rencontrée en cours de littérature française, lorsqu'elle a discuté avec passion des symbolismes cachés dans Madame Bovary. Elle avait cette façon de parler qui donnait vie aux mots, qui me donnait envie de l'écouter pendant des heures. « Les autres filles finissent de se préparer en bas, » dit-elle, évitant mon regard tout en ajustant les plis de ma robe. « Ta mère pleure de joie dans la cuisine, et ton père répète son discours pour la 10e fois. » Je ris, mais le son est creux. « Et toi, es-tu heureuse pour moi, Amélie ?» La question m'échappe avant que je puisse l'arrêter. C'est injuste, je le sais. Que pourrait-elle répondre? Mais j'ai besoin d'entendre sa voix. J'ai besoin de quelque chose de réel en ce jour qui semble être une représentation théâtrale de la vie de quelqu'un d'autre. Elle s'arrête dans son geste et me regarde dans les yeux pour la première fois depuis son entrée. Pendant un instant, je vois quelque chose traverser son visage. De la douleur, du désir, de la résignation. Mais cela disparaît si vite que je me demande si je l'ai imaginé. « Bien sûr que je suis heureuse pour toi, » répond-elle, mais il y a une pause presque imperceptible avant chaque mot. « Je veux juste que tu sois heureuse, Claire. Je l'ai toujours voulu. » Il y a quelque chose dans sa façon de le dire, une intensité qui va au-delà de la simple préoccupation d'une amie. Je fais un pas vers elle, et je peux sentir son parfum, jasmin et cèdre, la même fragrance qu'elle porte depuis des années et qui m'a toujours semblé inexplicablement familière, comme si elle appartenait à un souvenir d'enfance que je ne peux pas situer. « Amélie ?» Ma voix n'est qu'un murmure. « Y a-t-il quelque chose que tu veux me dire ?» Pendant un moment, le monde s'arrête. Je vois ses lèvres s'entr'ouvrir, ses mains se crisper sur les côtés, une bataille silencieuse se livrer derrière ses yeux verts. Je peux presque toucher les mots, flottant dans l'air entre nous comme des promesses non... Mais un coup à la porte retentit, et la voix joyeuse de ma cousine Sophie brise l'enchantement. « Claire, c'est l'heure des photos de famille. » Amélie recule, comme si elle avait touché du feu, et son sourire entraîné revient sur son visage. « Tu ferais mieux de descendre, » dit-elle, sa voix désormais joyeusement professionnelle. « On se verra à la cérémonie. » Lorsqu'elle se retourne pour partir, quelque chose dans ma poitrine se déchire. Sans réfléchir, je tends la main et saisis son poignet. Sa peau est chaude sous mes doigts et je peux sentir son pouls s'accélérer. « Amélie, attends !» Mais je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas quelle question poser qui ne changerait pas tout de manière irréversible. Alors je la regarde simplement, mémorisant la façon dont la lumière dorée du coucher de soleil filtre à travers les fenêtres du château et encadre son visage, la manière dont sa respiration s'accélère légèrement, la manière dont ses yeux cherchent quelque chose dans les miens que je ne sais pas si je peux lui donner. « Prends soin de toi, Claire », murmure-t-elle, et il y a une finalité dans sa voix que je ne comprends pas mais qui m'effraie. Elle se libère doucement de mon emprise et sort du salon,
me laissant seule avec l'écho de ses pas dans le couloir de marbre et la sensation troublante d'avoir laissé échapper quelque chose d'infiniment précieux. Je m'assieds sur la chaise devant la coiffeuse dorée et me regarde dans le miroir. La femme qui me rend mon regard porte la robe de ses rêves et devrait rayonner de bonheur. Mais ses yeux bleus reflètent une confusion que le maquillage parfait ne peut dissimuler, et ses mains tremblent légèrement en caressant le bouquet de pivoine qu'Amélie a apporté. Dans 20 minutes, je marcherai dans l'allée recouverte de tapis au bras de mon père, vers une nouvelle vie que j'ai planifiée méticuleusement pendant 2 ans. Mais pour la première fois, je me demande si je marche vers mon avenir ou si je fuis celui-ci. Le reflet dans le miroir n'a pas de réponse, seulement des questions que je n'ose pas poser à voix haute. Bonjour, magnifique communauté. Si cette histoire touche votre cœur autant qu'elle touche le mien pendant que je l'écris, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun chapitre de ce voyage émotionnel. Et s'il vous plaît, faites-moi savoir dans les commentaires depuis quelle ville vous nous accompagnez dans cette histoire d'amour, de doutes et de décisions qui changeront des vies pour toujours. À la fin, lorsque nous aurons atteint ensemble le dénouement de l'histoire de Claire et Amélie, j'aimerais que vous me donniez une note de 0 à 10 et que vous me disiez ce qui vous a le plus marqué dans cette histoire. Votre avis est essentiel pour moi. Maintenant, je replonge dans ce moment crucial, où tout est sur le point de changer. La musique des cordes commence à résonner depuis le jardin, signalant que les invités prennent place. Je peux entendre les rires se mêler au murmure des conversations en français, en anglais et en espagnol. Des parents venus de différents pays pour être ici, pour être témoins de ce moment qui est censé être le plus heureux de ma vie. Je me lève et marche vers la fenêtre donnant sur le jardin. En bas, je vois les chaises blanches parfaitement alignées, l'arche de rose blanche où Thomas doit déjà m'attendre, les photographes se déplaçant discrètement pour capturer chaque angle parfait de cette célébration qui a coûté des années d'économie à nos familles. Et là, debout parmi les autres demoiselles d'honneur, il y a Amélie. De cette distance, elle semble sereine, professionnelle, la parfaite demoiselle d'honneur qu'elle a été tout au long des préparatifs. Mais je connais chaque ligne de son corps, chaque geste subtil, et je vois la tension dans ses épaules, la manière dont ses mains s'ouvrent et se ferment involontairement, comme si elle menait une bataille intérieure. Quand avons-nous vraiment parlé pour la dernière fois? Pas des détails logistiques du mariage ou du travail, mais vraiment parlé. Quand avons-nous partagé pour la dernière fois l'un de ces moments de connexion qui arrivaient si naturellement entre nous? Quand ai-je commencé à sentir cette distance que je croyais être l'évolution normale d'une amitié à l'âge adulte, mais qui me semble maintenant suspecte comme si elle était délibérée? Je pense à toutes les invitations qu'elle a annulées ces derniers mois pour m'aider avec les préparatifs du mariage, à la manière dont elle trouvait toujours des excuses pour éviter de parler de sa propre vie amoureuse, à la façon dont ses yeux se voilaient chaque fois que Thomas et moi montrions de l'affection devant elle, ce que j'attribuais à un malaise général mais qui me fait maintenant me demander s'il y avait autre chose. Un coup léger à la porte interrompt mes pensées. Cette fois, c'est ma mère, les yeux brillants de larmes de joie et de fierté. « Ma chérie », dit-elle en s'approchant pour m'enlacer doucement, veillant à ne pas froisser ma robe. « Tu es parfaite. Ta grand-mère aurait été si fière. » La mention de ma grand-mère, décédée quand j'avais 18 ans, me rappelle un souvenir inattendu. Elle disait toujours que le véritable amour ne vient pas toujours dans l'emballage qu'on attend, qu'il faut parfois être assez courageux pour le reconnaître, même lorsqu'il défie nos attentes sur nous-mêmes. « Maman », dis-je impulsivement, « comment as-tu su que papa était le bon pour toi ?» Elle s'arrête dans son geste d'ajuster mon collier de perles et me regarde avec curiosité. Quelle étrange question à poser maintenant, chérie. Pourquoi demandes-tu? Juste curiosité. Ma mère m'observe avec ses yeux qui ont toujours vu à travers mes mensonges depuis que je suis enfant. Ton père, dit-elle lentement, était la personne avec laquelle je pouvais être complètement moi-même. Pas la version de moi que je pensais devoir être, mais celle que j'étais vraiment. Avec lui, je n'avais pas à prétendre quoi que ce soit. Ses paroles me transpercent comme des poignards de glace. Quand ai-je été complètement moi-même avec Thomas pour la dernière fois? Quand ai-je cessé de moduler ma voix, de censurer mes pensées, de présenter une version plus acceptable de Claire Moreau? Et avec Amélie, j'ai toujours été simplement Claire. La Claire qui rit trop fort, qui pleure devant des films romantiques, qui a des opinions passionnées sur l'art que la plupart trouvent ennuyeux, qui rêve de voyager dans des lieux qui n'existent que dans des recueils de poésie. « C'est l'heure, ma chérie, » dit ma mère, prenant doucement mon bras. Ton père t'attend au bas de l'escalier. Alors que nous descendons l'escalier de marbre du château, je passe devant des portraits de siècles passés. Des femmes en robes élaborées, des hommes aux expressions sérieuses, des couples posant avec une formalité suggérant des mariages arrangés plutôt que des histoires d'amour. Je me demande combien de ces femmes se sont mariées par véritable amour, et combien par simple attente sociale. Mon père est au bas de l'escalier, élégant dans son smoking, avec cette expression de fierté mêlée de nostalgie qu'ont les pères lorsqu'ils réalisent que leurs filles ne sont plus des petites filles.
Il m'offre son bras, et nous marchons vers les portes-fenêtres donnant sur le jardin, où mon avenir m'attend. Mais juste avant d'ouvrir les portes, j'entends des voix venant du salon adjacent. C'est Sophie, ma cousine, parlant à voix basse mais agitée avec les autres demoiselles d'honneur. Quelque chose dans son ton me fait m'arrêter. « Elle ne peut pas continuer comme ça, » dit Sophie. « C'est déchirant de la voir. »« Qui ?» demande une autre voix que je reconnais comme celle d'Isabelle, mon amie de l'université. « Amélie, évidemment. Tu ne l'as pas vue? Elle est brisée. » Mon cœur s'arrête. Mon père remarque que je me suis figée et me regarde avec inquiétude, mais je lève un doigt pour lui demander d'attendre. J'ai besoin d'entendre la suite. « Elle est amoureuse de Claire depuis des années, » continue Sophie. « Depuis l'université. Nous le savons toutes sauf Claire, apparemment. »« Tu crois vraiment que Claire ne le sait pas ?» demande Isabelle. « Je veux dire, la façon dont elle se regarde. Claire est complètement aveugle, » dit une troisième voix. Marie, une amie d'enfance. Ou en plein déni. Mais Amélie, Dieu, la pauvre. Elle a refusé ce poste à Montréal pour rester près de Claire pendant ses premières années difficiles de mariage. Tu peux croire ça? Sacrifier le travail de ses rêves pour un amour non partagé. Montréal? Demande Sophie surprise. Le poste de curatrice qu'elle voulait depuis toujours? Le même. Elle peut encore l'accepter si elle se décide avant demain soir, mais on sait qu'elle ne le fera pas. Elle restera ici, à se torturer, en regardant Claire construire une vie avec Thomas. Le monde vacille autour de moi. Les voix deviennent un murmure lointain alors que je digère l'information que je viens d'entendre. Amélie, amoureuse de moi, pendant des années. Et moi, complètement aveugle, ou pire, délibérément aveugle, parce que reconnaître cela signifierait affronter des questions sur moi-même que je ne suis pas prête à répondre. Claire, la voix de mon père me parvient comme de très loin. Ma chérie, tu vas bien? Tu es pâle. Je ne peux pas répondre. Je ne peux pas bouger. Tout ce temps, je pensais construire une vie parfaite, prendre les bonnes décisions, suivre le chemin que j'étais censée suivre. Mais et si j'avais fui? Et si toutes ces nuits où je restais éveillée, me demandant pourquoi je me sentais vide à côté de Thomas, toutes ces fois où je cherchais instinctivement Amélie quand j'avais besoin de réconfort, tous ces petits signes que j'ai ignorés, et s'ils signifiaient quelque chose que j'ai été trop lâche pour affronter. La musique change. C'est mon entrée. Les invités sont debout, attendant. Thomas est à l'hôtel, arborant ce sourire que je connais si bien, confiant que dans 5 minutes, je serai officiellement à lui pour la vie. Et Amélie est là aussi, debout avec les autres demoiselles d'honneur, prête à sourire et à applaudir pendant que je donne mon cœur à un homme qui peut m'aimer, mais qui ne pourra jamais me connaître complètement comme elle me connaît. « Claire », murmure mon père avec urgence. « Nous devons y aller. Tout le monde attend. » Je regarde vers le jardin, puis vers le salon où les filles continuent de parler à voix basse du sacrifice qu'Amélie fait pour moi sans que je le sache. Je pense à Montréal, au travail de ses rêves, à tout ce qu'elle est prête à abandonner pour un amour qu'elle croit non partagé. Mais est-ce vraiment non partagé? Pour la première fois depuis des années, je me permets de poser la question que j'ai soigneusement évitée. Suis-je amoureuse d'Amélie Dubois? Et la réponse, lorsque je la laisse enfin émerger de l'endroit profond où je l'ai gardée enfouie, est si claire et terrifiante qu'elle me coupe le souffle. La musique joue. Mon père attend. 200 personnes sont debout dans le jardin. Thomas est à l'hôtel. Et moi, je suis ici, dans ce couloir du château, vêtue comme la mariée parfaite, confrontant enfin la vérité que j'ai évitée pendant des années. Je ne sais pas ce qui va se passer dans les 5 prochaines minutes, mais je sais que ma vie est sur le point de changer pour toujours, d'une manière ou d'une autre. Les portes du jardin s'ouvrent, et la musique de la marche nuptiale emplit l'air doré du crépuscule toulousain. 200 visages se tournent vers moi avec des sourires pleins d'attente. Des appareils photos se lèvent pour capturer ce moment censé être parfait. Mais je marche comme dans un rêve, ou plutôt comme dans un cauchemar lucide où chaque pas m'éloigne davantage de qui je suis vraiment. Mon père me guide le long de l'allée jonchée de pétales de rose, son bras ferme sous le mien, sentant probablement mes tremblements malgré la chaleur de l'été français. Les invités sourient, certains pleurent d'émotion, les tantes murmurent des compliments sur ma robe, mais je ne vois qu'une chose. Amélie. Elle se tient près de l'autel, comme il sied à la demoiselle d'honneur principale, mais elle évite complètement mon regard. Son visage est un masque de sérénité professionnelle, le sourire parfait qu'elle a pratiqué pendant des mois de préparatifs. Mais je connais chaque micro-expression de ce visage que j'ai étudié sans m'en rendre compte pendant des années, et je peux voir la tension dans la ligne de sa mâchoire, la manière presque imperceptible dont ses mains se crispent sur le bouquet qu'elle tient. Thomas me sourit depuis l'autel, élégant dans son smoking, avec cette expression de bonheur sincère qui tord mon cœur de culpabilité. Il ne mérite pas ça. Il ne mérite pas d'épouser une femme qui vient de découvrir qu'elle n'a peut-être jamais été pleinement présente dans sa propre vie amoureuse. « Qui donne cette femme en mariage ?» demande l'officiant en français, sa voix résonnant dans le jardin silencieux.
Sa mère et moi, répond mon père, m'embrassant sur la joue avant de placer ma main dans celle de Thomas. Le contact semble étrange, comme si je portais des gants invisibles qui m'empêchent de vraiment toucher ou d'être touché. Thomas serre doucement mes doigts et murmure « Tu es magnifique, mon amour ». Je devrais fondre à ces mots. Je devrais ressentir des papillons dans l'estomac, cette sensation d'être exactement là où je dois être. Au lieu de cela, j'ai l'impression de regarder la scène de l'extérieur, comme une actrice qui a oublié ses répliques au moment le plus crucial de la pièce. L'officiant commence la cérémonie en français, ces mots sur l'engagement éternel et l'amour véritable flottant dans l'air tiède, pendant que je lutte pour garder ma contenance. Chaque mot semble être une accusation. Amour véritable? Engagement éternel? Comment puis-je promettre à Thomas une vie entière alors que je viens de découvrir que je ne me connais même pas moi-même? Mes yeux cherchent instinctivement Amélie, et pendant un instant, nos regards se croisent. Ce n'est qu'une seconde, mais c'est suffisant pour voir tout ce qu'elle a caché. La douleur, la résignation, l'amour si profond qu'elle a été prête à sacrifier son avenir professionnel pour mon bonheur. Et quelque chose d'autre qui me coupe le souffle, la certitude absolue qu'elle est en train de perdre, quelque chose qu'elle n'a jamais eu l'occasion de défendre. Thomas Beaumont, prenez-vous Claire Moreau pour épouse légitime? La voix de l'officiant me ramène brutalement au présent. Oui, je le veux, répond Thomas d'une voix claire et assurée, et je peux sentir le bonheur irradier de lui comme la chaleur d'un feu de camp. Claire Moreau, prenez-vous Thomas Beaumont pour époux légitime? Le jardin devient silencieux. 200 personnes attendent ma réponse. Ma mère me sourit, les larmes de bonheur dans les yeux. Mon père hoche la tête depuis la première rangée avec une approbation paternelle. Thomas me regarde avec une expression d'amour si pure que ça fait mal. Et Amélie me regarde enfin directement, et dans ses yeux verts, je vois quelque chose qui me désarme complètement, de la compréhension. Comme si elle savait exactement la bataille qui se livre en moi, comme si elle pouvait lire chaque doute, chaque peur, chaque moment de clarté qui me déchire de l'intérieur. Ma voix se brise. Thomas fronce légèrement les sourcils, inquiet. L'officiant attend patiemment. J'entends des murmures confus parmi les invités. J'essaie encore, mais les mots refusent de sortir. Car soudain, avec une clarté qui me coupe le souffle, je comprends quelque chose que je me suis refusée à voir pendant des années. Ce n'est pas seulement que je suis amoureuse d'Amélie, c'est que je n'ai jamais été vraiment amoureuse de quelqu'un d'autre. Tous mes autres sentiments, y compris ceux pour Thomas, n'ont été que des versions diluées de ce que je ressens pour ma meilleure amie. J'ai vécu une version en noir et blanc de la vie, la qualifiant de normale, alors que le Technicolor était là tout le temps, attendant que je sois assez courageuse pour le voir. « Claire ?» murmure Thomas, serrant mes mains plus fort. « Ma chérie, tu vas bien ?» Je regarde ses yeux bruns, si familiers, si sûrs, si pleins de projets pour un avenir qui soudain me semble être une prison dorée. Thomas est un homme bien. Il m'aime de la manière qu'il sait. Mais il ne m'aime pas comme Amélie m'aime, avec chaque fibre de son être, avec la compréhension profonde de qui je suis vraiment derrière tous les masques sociaux que je porte. J'ai besoin d'un moment, murmurai-je. Le murmure parmi les invités s'intensifie. Je vois la confusion grandir sur le visage de Thomas. La panique commençait à apparaître dans les yeux de ma mère. Le photographe continue de prendre des photos, capturant chaque seconde de cette crise qui se déroule en temps réel. « Claire !» dit Thomas plus fort maintenant, sa voix portant une note d'alarme. « Qu'est-ce qui se passe ?» Je ne peux pas lui répondre. Je ne peux pas lui expliquer que je viens de réaliser que je fuis depuis si longtemps que j'ai oublié qui j'étais vraiment. Je ne peux pas lui dire que j'ai utilisé notre relation comme un bouclier contre des questions sur ma propre sexualité qui me terrifiaient. Sans lâcher mes mains, je me penche vers lui et murmure « Je suis désolée, Thomas. Je suis tellement désolée. » Ses yeux s'écarquillent de compréhension et d'horreur. « Claire, non, ne fais pas ça. Pas ici. On peut en parler. » Mais j'ai déjà pris ma décision. Pas consciemment, mais avec cette partie primitive de mon cerveau qui sait quand quelque chose est fondamentalement faux et refuse de continuer à prétendre que tout va bien. Je me tourne vers les invités, ma robe chuchotant contre l'herbe, mon cœur battant si fort que je suis sûre que tout le monde peut l'entendre. Je suis désolée. Ma voix semble étrange, comme si elle venait de très loin. Je suis tellement désolée pour tout le monde. Je ne peux pas faire ça. Le jardin explose en murmures choqués. Je vois ma mère porter une main à son cœur, mon père se lever de sa chaise avec une expression d'incrédulité. Certains invités semblent confus, d'autres scandalisés, d'autres simplement curieux du drame qui se déroule sous leurs yeux. Mais je ne vois qu'Amélie. Elle est restée immobile, son bouquet tombant de ses mains engourdies, son visage reflétant un choc si profond que je me demande un instant si j'ai commis la plus grande erreur de ma vie. Puis je vois quelque chose d'autre traverser ses yeux. De l'espoir, petit, hésitant, terrifié, mais indéniablement réel. « Claire !» Thomas me rattrape alors que je commence à m'éloigner de l'hôtel. « Attends! Qu'est-ce que ça veut dire? C'est les nerfs. On peut reporter. »
Ce ne sont pas les nerfs, Thomas. Je me retourne pour lui faire face, et pour la première fois dans notre relation, je suis complètement honnête avec lui. C'est parce que je viens de réaliser que je te fais du mal en t'épousant, alors que je ne peux pas te donner tout mon cœur. Son visage se tord comme si je l'avais frappé physiquement. Y a-t-il quelqu'un d'autre? La question flotte dans l'air comme une balle qu'on ne peut arrêter. 2 ans de relation, des mois de planification de mariage, les vies de nos familles entrelacées, tout réduit à cette simple question qui changera tout pour toujours. Je regarde Amélie qui m'observe avec une intensité qui pourrait fendre le monde en deux. Puis je regarde Thomas, cet homme bon qui mérite la vérité, même si elle va lui briser le cœur. Oui, murmurai-je, mais pas de la façon que tu penses. Je n'attends pas sa réponse. Je ne peux pas supporter de voir la compréhension se répandre sur son visage. Au lieu de cela, je soulève ma robe et marche aussi vite que possible vers le château, mes talons s'enfonçant dans l'herbe, le voile traînant derrière moi comme les vestiges d'une vie que je viens d'abandonner. Derrière moi, j'entends le chaos éclater. Des voix élevées, des chaises renversées, quelqu'un criant mon nom. Mais je continue à marcher, à travers les portes-fenêtres, dans le hall de marbre, montant l'escalier vers le salon où tout a commencé il y a 1 heure, qui semble une éternité. Je ferme la porte derrière moi et m'appuie contre elle, haletante comme si j'avais couru des kilomètres. Dans le miroir, je vois une femme dans une robe de mariée froissée, le maquillage coulant à cause de larmes que je ne me souviens pas avoir versées, les cheveux s'échappant de la coiffure élaborée. Elle semble folle. Elle semble libre. Un coup léger à la porte fait s'arrêter mon cœur. « Claire ?» C'est la voix d'Amélie, tremblante, chargée d'une émotion que je ne peux identifier. Puis-je entrer? Pendant un instant, je ne peux pas bouger. C'est la conversation qui changera tout, qui déterminera si je viens de détruire ma vie pour une révélation qui pourrait être unilatérale, ou si j'ai enfin trouvé le courage de revendiquer qui je suis vraiment. « Oui », murmurai-je, et ma voix semble celle d'une étrangère. La porte s'ouvre lentement, et Amélie entre, la refermant doucement derrière elle. Elle a enlevé ses chaussures et se tient pieds nus sur le marbre froid, sa robe rose pâle froissée, là où elle a serré le tissu pendant la cérémonie. Ses yeux sont rouges, comme si elle avait pleuré, mais son expression est plus claire que je ne l'ai vue depuis des mois. « Tu vas bien ?» demande-t-elle, et la question est si absurdement inadéquate pour la situation que nous commençons toutes les deux à rire hystériquement. « Non », dis-je entre des rires qui ressemblent plus à des sanglots. « Je ne vais pas du tout bien. Je viens de ruiner le mariage le plus coûteux de l'histoire de nos familles. J'ai probablement brisé le cœur d'un homme bien, et j'ai scandalisé 200 personnes qui ont voyagé de toute l'Europe pour voir mon moment de bonheur parfait. « Et ?» demande Amélie, s'approchant d'un pas. « Regrettes-tu » La question m'arrête net. Est-ce que je regrette? Je pense à Thomas, à son expression de douleur quand je lui ai dit qu'il y avait quelqu'un d'autre. Je pense à mes parents, aux économies qu'ils ont dépensées pour ce jour parfait que je viens de gâcher. Je pense au scandale social, aux explications que je devrais donner, à la manière dont ma vie, telle que je la connais, vient d'exploser en morceaux. Non, réalisai-je avec surprise. Je ne regrette pas. Amélie sourit, et c'est le premier sourire sincère que je vois sur son visage depuis des mois. Bien. Elle s'approche d'un autre pas, et je peux voir les éclats dorés dans ses yeux verts, sentir son parfum de jasmin et de cèdre qui soudain me semble si familier, parce que c'est l'odeur de la maison, l'odeur de la sécurité, l'odeur de l'amour véritable. Amélie, ma voix sort rauque, chargée d'années de mots non dits. J'ai entendu ce que les filles ont dit, à propos de tes sentiments, à propos de Montréal. Son visage se tend, la vulnérabilité immédiatement remplacée par une défensive. Claire, tu n'as pas à... Je t'aime. Les mots jaillissent à queue de moi, comme l'eau rompant une digue. Je t'aime d'une manière qui me terrifie, qui m'excite, et qui me fait me sentir plus vivante que je ne l'ai jamais été. Et je crois que je suis amoureuse de toi depuis des années, mais j'ai été trop lâche pour l'admettre, même à moi-même. Le silence qui suit est assourdissant. Amélie me regarde comme si j'avais parlé dans une langue qu'elle ne comprend pas, comme si les mots que je viens de prononcer étaient physiquement impossibles. « Claire », murmure-t-elle enfin, « sais-tu ce que tu dis? Je sais que je viens de détruire un mariage de 50 000 € devant toute ma famille élargie, dis-je, m'approchant jusqu'à ce qu'il n'y ait que quelques centimètres entre nous. Je sais que je dois probablement avoir l'air complètement folle en ce moment, mais je sais aussi que chaque moment de vrai bonheur que j'ai eu ces 5 dernières années, c'était avec toi. Je sais que lorsque je pense à l'avenir, la seule constante dont j'ai vraiment besoin, c'est toi. Et je sais que si je ne te dis pas ça maintenant, tu vas partir à Montréal, et je passerai le reste de ma vie à me demander ce qui se serait passé si j'avais été assez courageuse pour choisir l'amour plutôt que la peur. Des larmes commencent à couler sur les joues d'Amélie, et elle lève une main tremblante pour toucher mon visage. Ses doigts tracent la ligne de ma joue comme si j'étais quelque chose d'infiniment précieux, comme si elle n'arrivait pas à croire qu'elle avait enfin le droit de me toucher ainsi. « Et Montréal ?» demande-t-elle, sa voix à peine un murmure. « Va à Montréal !»
dis-je sans hésiter. Poursuis ton rêve, mais laisse-moi venir avec toi. Laisse-moi faire partie de ton aventure, de ta vie, de tout ce que tu veux construire. Claire. Ou si tu ne veux pas de ça, si c'est trop compliqué, si j'ai tout gâché en attendant jusqu'à maintenant pour réaliser ce que je ressens, alors dis-le-moi maintenant. Mais ne reste pas à Toulouse en sacrifiant ton avenir pour quelqu'un qui n'a jamais su apprécier ce qu'il avait sous les yeux. Amélie me regarde pendant ce qui semble une éternité. J'entends mon propre cœur battre. Je sens le poids du moment m'écraser. Je peux presque toucher toutes les manières dont cela pourrait mal tourner. Puis, sans avertissement, elle se penche et m'embrasse. Ce n'est pas comme le baiser accidentel sous la pluie il y a 3 ans. Celui-ci est délibéré, désespéré, chargé d'années d'amour contenu. Ses lèvres sont douces mais insistantes, et lorsque je réponds, lorsque je me permets enfin de me fondre dans le baiser dont j'ai rêvé sans m'en rendre compte pendant des années, j'ai l'impression que chaque pièce de ma vie trouve enfin sa place. Quand nous nous séparons, nous pleurons toutes les deux. « Je t'aime aussi », murmure-t-elle contre mes lèvres. « Mon Dieu, Claire, je t'aime tellement que ça fait mal. Je suis amoureuse de toi depuis la première fois que je t'ai entendu rire en cours de littérature. Chaque jour de ces 5 dernières années a été une torture magnifique, t'aimant en silence, prétendant n'être que ta meilleure amie. Plus jamais, promets-je, prenant son visage entre mes mains, plus jamais tu n'auras à prétendre ça. » Dehors, j'entends des voix agitées, probablement mes parents et Thomas essayant de comprendre ce qui vient de se passer. Bientôt, nous devrons affronter les conséquences de mes actes, expliquer l'inexplicable, gérer le désastre social et émotionnel que je viens de créer. Mais pour l'instant, dans ce salon doré où tout a commencé, j'ai Amélie dans mes bras, et pour la première fois de ma vie, je sais avec une certitude absolue que je suis exactement là où je suis censée être. Les coups à la porte deviennent plus insistants, accompagnés de la voix angoissée de ma mère m'appelant en français. Amélie et moi nous séparons à contre-cœur, mais nous gardons nos mains entrelacées, comme si nous lâcher allait défaire cette nouvelle réalité que nous venons à peine de commencer à construire. « Claire, ma chérie, ouvre la porte, s'il te plaît, » supplie ma mère. « Il faut qu'on parle de tout ça. »« Je ne suis pas prête, » réponds-je, ma voix encore rauque des larmes et des émotions. « J'ai besoin de plus de temps. » Les invités sont confus. Ton père essaye d'expliquer, mais personne ne sait quoi dire. Thomas est... La voix de ma mère se brise, et mon cœur se serre de culpabilité. Amélie serre ma main, lisant parfaitement la culpabilité qui doit être écrite sur mon visage. « Tu dois lui parler, » murmure-t-elle. « À tout le monde. Il mérite une explication. » Je sais qu'elle a raison, mais l'idée d'affronter Thomas, de voir la douleur dans ses yeux, d'expliquer à 200 personnes pourquoi je viens de détruire ce qui était censé être le jour le plus heureux de ma vie, me paralyse. « Viendras-tu avec moi ?» demandai-je, et je déteste la petitesse de ma voix. « Claire ?» Amélie me regarde avec une expression mêlant amour et inquiétude. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. C'est déjà assez compliqué sans que j'apparaisse immédiatement après que tu aies confessé que je suis amoureuse de toi, terminai-je pour elle. Amélie, je ne peux pas faire ça seule, pas après ce qu'on vient d'admettre. Si on va essayer ça, si on va être vraies l'une pour l'autre, alors j'ai besoin que tu sois à mes côtés quand j'affronterai les conséquences de la décision la plus importante de ma vie. Elle étudie mon visage pendant un long moment, puis hoche lentement la tête. D'accord. Mais laissons-les parler d'abord. D'accord? Ta famille a besoin de digérer ça et Thomas, il a besoin de temps pour comprendre sans que ma présence rende tout plus douloureux. Elle a raison comme toujours. C'est l'une des raisons pour lesquelles je l'aime. Sa capacité à voir clairement les situations émotionnelles complexes, à naviguer dans la sensibilité des autres même au milieu de son propre tourbillon émotionnel. Je m'approche du miroir et essaie de rectifier mon apparence. La robe est froissée, mon maquillage a coulé, mes cheveux s'échappent de la coiffure élaborée en mèches rebelles. J'ai l'air exactement de ce que je suis. Une femme qui vient de faire exploser sa propre vie. « Claire ?» La voix de mon père se joint à celle de ma mère de l'autre côté de la porte, plus sévère mais non moins inquiète. « Il faut que tu sortes de là. Il y a des choses à régler. » Comment expliquer à mon père que je viens de découvrir que je suis gay à 27 ans? Demandai-je à Amélie, à moitié hystérique. Comment lui dire que j'ai menti, non seulement à Thomas, mais à moi-même, pendant des années? Tu n'as pas menti, dit Amélie fermement, prenant mes mains dans les siennes. Tu as découvert, tu as grandi, tu es devenue celle que tu es vraiment. Ce n'est pas mentir, Claire, c'est être humaine. Ces paroles me donnent la force dont j'ai besoin. Je respire profondément, redresse les épaules et marche vers la porte. Avant de l'ouvrir, je me retourne une dernière fois vers Amélie. Quand ce sera fini, dis-je, quand nous aurons géré le chaos que je viens de créer, je veux qu'on parle de Montréal, sérieusement, de ce que ça signifierait pour nous, de comment nous pourrions faire en sorte que ça marche. Ses yeux s'illuminent d'un espoir prudent. Vraiment? Vraiment? Pour la première fois de ma vie, je veux construire un avenir basé sur ce que je veux vraiment, pas sur ce que je suis censée vouloir. J'ouvre la porte pour trouver mes parents,
Thomas et Sophie attendant dans le couloir. L'expression sur le visage de Thomas me brise le cœur. C'est un mélange de douleur, de confusion et de quelque chose qui pourrait être du soulagement. Comme si, à un niveau profond, il avait aussi senti que quelque chose n'allait pas complètement entre nous. « On peut parler dans la bibliothèque », dit mon père, sa voix soigneusement contrôlée. C'est son ton de « nous allons gérer cette crise familiale avec dignité », le même qu'il a utilisé quand mon frère aîné a annoncé qu'il quittait l'université pour poursuivre son rêve de devenir chef. Nous suivons le petit groupe dans le couloir, mes pas résonnant sur le marbre comme un tambour funèbre. Amélie marche derrière, silencieuse mais présente, et sa proximité est la seule raison pour laquelle je peux mettre un pied devant l'autre. La bibliothèque du château est un cadre convenablement sérieux pour cette conversation. Des murs tapissés de livres anciens, des fauteuils en cuir, un bureau massif qui a été témoin de siècles de décisions familiales importantes. Mes parents s'assoient ensemble sur le canapé, Thomas prend un fauteuil, Sophie se place près de la fenêtre comme si elle avait besoin d'une issue de secours, et Amélie reste debout près de la porte, prête à partir si la situation devient trop inconfortable. « Alors » commence mon père, joignant ses mains, « peux-tu nous expliquer ce qui vient de se passer ?» La question est simple, mais la réponse est tout sauf cela. Comment expliquer des années de déni de soi? Comment décrire le moment de clarté qui m'a frappé comme un éclair? Comment leur faire comprendre que je n'ai pas planifié ça, que je ne voulais blesser personne, mais que je ne pouvais plus vivre un mensonge? Je ne suis pas amoureuse de Thomas, dis-je enfin, les mots tombant dans le silence comme des pierres dans une eau calme, pas de la manière dont je devrais l'être pour l'épouser, et je l'ai su avec certitude il y a 1 heure, quand j'ai réalisé que j'étais amoureuse de quelqu'un d'autre depuis des années, sans me permettre de considérer cette possibilité. Thomas s'agite inconfortablement dans son fauteuil. « Qui » demande-t-il, bien que la façon dont ses yeux glissent vers Amélie me fait suspecter qu'il le sait déjà. Je suis son regard vers Amélie, qui est devenue pâle mais garde sa contenance. « Amélie » dis-je simplement. Le silence qui suit est si épais qu'on pourrait le couper au couteau. Ma mère porte une main à son cœur. Mon père fronce les sourcils en concentration, comme s'il essayait de résoudre un problème mathématique particulièrement complexe. Sophie regarde entre Amélie et moi avec une expression de « je comprends enfin tout ». « Depuis quand » demande Thomas, et il y a une étrange calme dans sa voix qui m'inquiète plus que s'il criait. « Je ne sais pas » admets-je. Des années, je crois, mais je ne me permettais pas de le reconnaître. Je me disais que c'était juste une amitié très proche, que ce que je ressentais était normal entre meilleurs amis. Je me suis si bien menti que j'ai presque fini par y croire. « Et elle » Thomas désigne Amélie sans la regarder directement. « Elle savait » Amélie fait un pas en avant, trouvant sa voix pour la première fois depuis que nous sommes entrés dans la pièce. « Je savais ce que je ressentais pour Claire », dit-elle d'une voix claire mais tremblante. Mais je n'ai jamais pensé qu'elle ressentait la même chose. Je n'ai jamais rien dit parce que je ne voulais pas ruiner notre amitié et parce qu'elle semblait complètement heureuse dans ses relations avec des hommes. Mais je n'étais pas heureuse, réalisai-je à voix haute, me surprenant moi-même. Pas vraiment. Il manquait toujours quelque chose, une connexion que je ne pouvais pas établir complètement. Je pensais que c'était normal, que tout le monde ressentait ça dans les relations. Je pensais que l'amour des films n'était qu'une fantaisie. Ma mère parle enfin, sa voix petite et confuse. « Ma chérie, es-tu en train de dire que tu préfères les femmes ?» La question flotte dans l'air, chargée de décennies d'hypothèses familiales, de conversations sur mon avenir, qui incluaient toujours des maris et des enfants, d'une identité que j'ai portée comme un déguisement sans m'en rendre compte. « Je crois que oui, maman », dis-je doucement. Je crois que j'ai toujours été gay, mais j'avais tellement peur de cette possibilité que j'ai construit toute une vie en essayant d'être hétérosexuelle. Thomas se penche en avant, posant ses coudes sur ses genoux et sa tête dans ses mains. Quand il lève les yeux, je vois des larmes dans ses yeux, mais aussi quelque chose d'autre, de la compréhension. « Tu sais quoi ?» dit-il, sa voix rauque. Une partie de moi l'a toujours su. Pas consciemment, mais il y avait quelque chose. La manière dont tu parles d'Amélie, la façon dont tu t'illumines quand elle est là, la manière dont tu semblais toujours être ailleurs quand nous étions ensemble intimement. Ces paroles me frappent comme une gifle de vérité. Thomas, Non, il lève une main pour m'arrêter. Ne t'excuse pas. Pas pour être qui tu es. Excuse-toi de ne pas me l'avoir dit plus tôt, de m'avoir laissé planifier un avenir qui n'allait jamais être réel. Mais ne t'excuse pas d'être enfin honnête. Les larmes recommencent à couler sur mes joues. Je suis tellement désolée. Tu es un homme incroyable, et tu méritais tellement plus que ça. Tu méritais quelqu'un qui puisse t'aimer complètement. Oui, dit-il simplement. Je le méritais. Mais je mérite aussi la vérité, et je l'ai enfin. Il se lève de son fauteuil et marche vers moi. Pendant un instant, je pense qu'il va me crier dessus. Ou pire. Au lieu de cela, il prend mes mains doucement. « Je t'aime, Claire, » dit-il. « Mais maintenant je comprends que tu ne peux pas m'aimer de la même manière, et ce n'est la faute de personne, c'est juste qui tu es. Comment peux-tu être aussi compréhensif ?»
sanglotai-je. Je viens de ruiner ta vie. Tu n'as pas ruiné ma vie, dit-il fermement. Tu m'as sauvée d'une vie construite sur un mensonge. Ça ferait beaucoup plus mal de découvrir ça après 5 ans de mariage et peut-être des enfants. Mon père s'éclaircit la gorge, attirant notre attention. Il y a des questions pratiques à discuter, dit-il, toujours pragmatique. Les invités, les dépenses, les explications que nous devrons donner. Je paierai tout, dis-je immédiatement. Les coûts qui ne peuvent pas être récupérés, les explications à la famille, tout. C'est ma responsabilité. Claire, dit ma mère doucement, l'argent n'est pas le plus important ici. Ce qui compte, c'est que tu sois heureuse. Si ça, elle fait un geste vers Amélie, te rend heureuse, alors nous trouverons un moyen de gérer. Son acceptation me surprend et m'émeut à la fois. Vraiment? Ma chérie, dit-elle, se levant pour m'enlacer. Je suis ta mère depuis 27 ans. J'ai vu comment tu es avec Amélie, comment tu changes quand elle est là. Si je suis honnête, je me suis posé des questions parfois, mais j'ai écarté mes soupçons parce que tu semblais si normal avec Thomas. Normal? Répétai-je, et il y a une amertume dans ma voix que je n'attendais pas. Sûre? Corrige-t-elle. À l'aise, mais pas rayonnante. Pas de la manière dont je pense qu'une femme devrait l'être avec l'homme avec qui elle prévoit de passer sa vie. Sophie parle enfin depuis sa position près de la fenêtre. Pour info, dit-elle, toutes tes amies en parlent depuis des années. On attendait que tu t'en rendes compte. Vraiment? Amélie et moi demandons en même temps, et la synchronisation nous fait rire malgré la tension. Complètement évident pour tout le monde sauf vous deux, dit Sophie, souriant pour la première fois depuis le début de cette crise. Quel drama queens, attendre le jour du mariage pour régler ça. Le rire semble étrange mais libérateur, comme si c'était la première vraie respiration que j'ai prise en des années. Alors, dit mon père, toujours concentré sur les prochaines étapes, que faisons-nous maintenant? Que disons-nous aux invités? La vérité, dis-je sans hésiter, ou du moins une version de celle-ci, que j'ai réalisé que je n'étais pas honnête avec moi-même, que Thomas mérite plus que ce que je pouvais lui donner, et que j'avais besoin de temps pour comprendre qui je suis vraiment. Et Montréal? Demande Amélie doucement depuis sa position près de la porte. Tous les regards se tournent vers elle, puis vers moi. C'est la question qui déterminera tout. Suis-je prête non seulement à reconnaître qui je suis, mais à agir en fonction de cette vérité? Suis-je prête à laisser tout ce qui m'est familier pour construire une nouvelle vie dans un pays différent avec la femme que j'aime? Quand dois-tu donner ta réponse? Demandai-je. Demain soir, répond-elle. Le poste commence dans 3 semaines. Alors nous avons 24 heures pour déterminer si nous pouvons faire en sorte que ça marche, dis-je, me surprenant moi-même par la détermination dans ma voix, pour déterminer si je suis prête à vraiment changer toute ma vie ou si c'est juste une panique post-mariage et une peur de l'engagement. Amélie me regarde avec une intensité qui me coupe le souffle. Claire, tu n'as pas à décider maintenant. Ça a été une journée émotionnellement impossible. Je ne veux pas que tu prennes une décision que tu pourrais regretter quand les choses se calmeront. Et si je ne me calme pas? Demandai-je. Et si ce n'est pas de la panique, mais de la clarté? Et si pour la première fois de ma vie, je sais exactement ce que je veux? Avant qu'elle puisse répondre, un coup fort retentit à la porte de la bibliothèque. La voix de l'organisateur du mariage filtre à travers le bois, tendu et diplomatique. « Madame Moreau, nous avons besoin d'instructions pour la réception. Les invités demandent s'ils doivent rester ou partir. » La réalité pratique de la situation me frappe comme une vague froide. Il y a 200 personnes attendant des réponses, un dîner de 5 plats en préparation dans la cuisine, un orchestre attendant de jouer, des photographes documentant le chaos le plus élégant de l'histoire des mariages français. « Dites-leur que la cérémonie a été reportée pour des raisons personnelles, » dit mon père, prenant le contrôle de la situation. « Que le dîner aura lieu comme prévu, que les boissons sont gratuites et que nous nous excusons pour la confusion. »« Et la danse ?» demandai-je absurdement. « Le gâteau de mariage à 3 étages, les fleurs qui ont coûté plus cher que la voiture de ma sœur. » Thomas, qui était resté silencieux pendant cette partie de la conversation, parle enfin. « Qu'il fasse la fête ?» dit-il. Sérieusement. La nourriture est prête, la musique est payée et les gens ont voyagé de loin. Qu'il célèbre, je ne sais pas, la vie, l'amour, les secondes chances. Sa générosité me coupe le souffle à nouveau. « Thomas, Claire, m'interrompt-il, si tu vas à Montréal, si tu vas commencer une nouvelle vie, fais-le. Mais fais-le pleinement. Pas à moitié, pas avec peur, pas comme une réaction à la panique d'aujourd'hui. Si tu aimes Amélie de la manière dont tu dis l'aimer, alors elle mérite tout de toi, pas juste les morceaux qui restent après avoir fait exploser ta vie précédente. » Ces paroles résonnent dans le silence de la bibliothèque. Il a raison, bien sûr. Amélie mérite plus qu'une décision de rebond, plus qu'une réponse à la peur. Elle mérite d'être un choix conscient, délibéré, courageux. Tu as raison, dis-je enfin. Amélie, pourrions-nous passer la nuit à parler? Vraiment parler de ce que ça signifie, de ce que nous voulons,
de comment nous pourrions faire en sorte que ça marche? Elle hoche la tête, et pour la première fois depuis le début de cette crise, elle sourit pleinement. J'aimerais ça. Bien, dit mon père, se levant et lissant son smoking comme si nous allions retourner à la fête. Alors, allons dire à 200 personnes de venir célébrer l'amour dans toutes ses formes compliquées et magnifiques. Alors que nous sortons de la bibliothèque vers le chaos qui nous attend, Amélie prend ma main. C'est un petit geste, mais il semble comme sauter d'une falaise vers quelque chose de complètement inconnu et totalement nécessaire. Pour la première fois de ma vie, je ne sais pas ce qui va se passer demain. Et pour la première fois de ma vie, cela ressemble à de la liberté plutôt qu'à de la terreur. La fête qui a suivi l'annulation de mon mariage fut, paradoxalement, l'une des célébrations les plus authentiques auxquelles j'ai assisté dans ma vie. Les invités, après le choc initial, se sont plongés dans la nourriture exceptionnelle et le vin français avec la ferveur de personnes ayant été témoins de quelque chose d'authentique et brut, dans un monde rempli de performances sociales parfaites, mais vides. Amélie et moi nous sommes éclipsés du château vers 11 heures du soir, alors que la musique jouait encore et que les invités les plus résistants dansaient avec la joie désinhibée de ceux qui ont bu assez de Bordeaux pour oublier les normes sociales. Nous avons marché pieds nus sur les sentiers de gravier du jardin, moi toujours dans ma robe de mariée froissée, elle avec les cheveux détachés, après avoir retiré toutes les épingles de sa coiffure élaborée. « Où allons-nous » demande Amélie alors que nous nous éloignons des lumières et de la musique vers la partie plus sombre du jardin, où les vignes s'étendent vers l'horizon sous la pleine lune. « J'ai besoin d'être dans un endroit où je peux penser, » réponds-je, la guidant vers le petit pavillon d'été que j'ai découvert lors d'une de mes promenades nerveuses pendant la semaine des préparatifs. Un endroit où je n'ai pas à être la mariée repentante, ou la fille qui a déçu ses parents, ou la femme qui a brisé le cœur d'un homme bien. Le pavillon est une structure délicate du XVIIIe siècle, avec des colonnes de marbre blanc et une vue parfaite sur les vignes qui s'étendent comme une mer vert argentée sous la lumière lunaire. Il y a un banc de pierre, et nous nous asseyons côte à côte, nos cuisses se touchant, nos mains toujours entrelacées comme si se lâcher allait défaire la magie des dernières heures. « Claire, » dit Amélie doucement, « j'ai besoin que tu comprennes quelque chose avant que nous prenions des décisions concernant Montréal ou nous. Son ton sérieux fait se contracter mon estomac. Quoi? Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'était magnifique et terrifiant, et plus que ce dont j'avais osé rêver pendant 5 ans. Mais c'était aussi traumatisant. Pour toi, pour Thomas, pour tous ceux qui nous aiment. Je ne veux pas que tu prennes une décision qui change ta vie, alors que tu es encore en train de digérer avoir détruit la vie que tu pensais vouloir. » Ces paroles sont sensées, réfléchies, typiquement Amélie. Mais elles me frustrent aussi, car je sais, avec une certitude qui me surprend, que ce que je ressens pour elle n'est pas une réaction à la panique ou une rébellion post-traumatique. « Tu penses que c'est juste une crise ?» demandai-je, me tournant pour lui faire face complètement. « Tu penses que je me réveillerai demain et réaliserai que j'ai fait la plus grosse erreur de ma vie? » « Je ne sais pas, » répond-elle honnêtement. « Et je pense que toi non plus, tu ne le sais pas vraiment. Il y a 12 heures, tu étais sur le point d'épouser Thomas. Il y a 6 heures, tu ne savais même pas que j'étais amoureuse de toi. Il y a 2 heures, nous nous sommes embrassés pour la première fois. C'est beaucoup de changements très rapides. » Elle a raison, mais sa logique m'agace, car une partie primitive de moi sait que ce n'est pas de l'impulsivité. C'est une reconnaissance. C'est enfin me permettre de voir ce qui a toujours été là. « Amélie, » dis-je, prenant ses mains dans les miennes, « laisse-moi te raconter quelque chose que je n'ai jamais dit à personne. » Elle attend, son visage éclairé par la lune, ses yeux verts reflétant une patience infinie qui est l'une des raisons pour lesquelles je l'aime. « Tu te souviens il y a 2 ans, quand Thomas m'a demandé en mariage? Bien sûr, tu es venu chez moi en pleurant de bonheur. Ce n'était pas du bonheur, admets-je, c'était de la panique, une panique totale. Je suis venue chez toi parce que tu étais la seule personne au monde avec qui je pouvais être honnête sur à quel point j'étais terrifiée. Et tu m'as prise dans tes bras, et tu m'as dit que les nerfs étaient normaux, que le mariage était une décision importante et qu'il était naturel d'avoir peur. Je m'en souviens, dit-elle doucement. Mais ce dont je ne me souviens pas t'avoir dit, ce que je n'ai pas pu admettre à l'époque, même à moi-même, c'est pourquoi j'étais vraiment terrifiée. Ce n'était pas à cause du mariage en soi, Amélie. C'était parce que quand Thomas s'est agenouillé et a sorti la bague, la première chose à laquelle j'ai pensé n'était pas oui ou non, c'était ton nom. Ton visage est apparu dans mon esprit avant toute autre chose. Et j'ai pensé, comment puis-je l'épouser alors que la personne que je veux le plus voir là pour célébrer avec moi n'est pas ma famille, mais Amélie? Je vois ses yeux s'écarquiller de compréhension et de quelque chose d'autre, de la douleur. De la douleur pour les années d'opportunités manquées, pour les signes qu'aucune de nous n'a su lire correctement. Claire, il y a plus, continuai-je, parce que maintenant que j'ai commencé à parler honnêtement, je ne peux plus m'arrêter. Tu te souviens de la nuit avant que Thomas et moi emménagions ensemble? Je suis venue chez toi avec une bouteille de vin, on a dit que c'était pour célébrer,
Mais nous savions toutes les deux que c'était parce que je ne voulais pas passer ma dernière nuit de célibataire avec lui. J'ai pensé que c'était de la nostalgie, murmure Amélie. Moi aussi, je me suis dit ça. Mais maintenant, je sais que c'était parce que, déjà à ce moment-là, à un niveau profond qui me terrifiait, je savais qu'emménager avec Thomas signifiait m'éloigner de toi. Et cette idée me déchirait. Amélie se lève brusquement et marche vers le bord du pavillon, regardant les vignes. Sa posture est tendue, et je peux voir la bataille émotionnelle qui se livre dans ses épaules. « Sais-tu ce que ça fait d'entendre ça maintenant ?» demande-t-elle, la voix brisée. Savoir que peut-être, si j'avais été plus courageuse, si j'avais risqué notre amitié pour te dire ce que je ressentais, nous aurions pu éviter des années de tout ça? Je me lève et marche vers elle, me plaçant derrière, assez près pour sentir la chaleur de son corps, mais sans la toucher. Ou peut-être, dis-je doucement, je n'étais pas prête à l'époque. Peut-être que j'avais besoin de vivre ces années, d'aller jusqu'à l'hôtel avec Thomas pour enfin avoir le courage d'affronter qui je suis vraiment. Elle se retourne vers moi, et ses yeux brillent de larmes non versées. Et si Montréal est une erreur? Et si nous y allons et que tu réalises que tu regrettes ta vie ici, que tu regrettes la sécurité de ce que tu connais? Et si tu me reproches de t'avoir éloigné de ta famille, de ton travail, de tout ce qui t'est familier? Ces peurs sont si réelles, si valides, que pendant un instant je me demande si elle a raison. Suis-je impulsive? Confonds-je l'adrénaline d'avoir détruit ma vie ancienne avec un amour véritable? Mais alors je la regarde vraiment, ses cheveux châtains brillant sous la lumière de la lune, ses yeux verts qui m'ont mieux connue que quiconque pendant 5 ans, ses mains qui ont consolé chacune de mes larmes et célébré chacune de mes joies. Et je sais, avec une certitude qui va au-delà de la logique, que je ne suis pas confuse. « Amélie, dis-je, m'approchant jusqu'à pouvoir toucher son visage, puis-je te dire ce qui me terrifie le plus? Quoi? Ce n'est pas Montréal. Ce n'est pas quitter Toulouse, ni mon travail, ni même la réaction de ma famille. Ce qui me terrifie le plus, c'est l'idée que tu partes sans moi, que tu prennes ce travail incroyable que tu mérites, que tu construises une vie magnifique au Canada, et que je reste ici à me demander pour toujours ce qui se serait passé si j'avais été assez courageuse pour choisir l'amour plutôt que la peur. « Claire, écoute-moi », insistai-je, prenant ses mains. « Oui, c'est rapide. Oui, c'est terrifiant. Oui, ça pourrait être la plus grosse erreur de ma vie, mais ça pourrait aussi être la meilleure décision que j'ai jamais prise. Et je préfère risquer l'erreur que vivre avec le regret. » Pendant un long moment, nous nous regardons en silence. Je vois sa résistance s'effondrer, la peur lentement remplacée par de l'espoir. « Il y a autre chose que tu dois savoir, » dit-elle enfin, à propos de Montréal, du travail. « Quoi? Ce n'est pas juste un poste de curatrice, » admet-elle. C'est l'opportunité de créer un département entièrement nouveau d'art contemporain. Ce serait mon département, mes décisions, ma vision. C'est littéralement le travail de mes rêves. Alors tu dois le prendre, dis-je sans hésiter. Avec ou sans moi, tu dois le prendre. Avec ou sans toi, répète-t-elle, sa voix portant une note de panique. Amélie, je ne serai pas la raison pour laquelle tu renonces à ton rêve. Si nous décidons de faire ça ensemble, fantastique. Mais si tu décides que c'est trop risqué, trop compliqué, trop rapide, alors je veux que tu y ailles quand même. Je veux que tu prennes ce travail et que tu construises quelque chose d'incroyable. Et toi? Moi? Je m'arrête car la réponse est si claire et si terrifiante qu'elle me coupe le souffle. Je vais trouver un moyen de construire une vie qui soit vraiment la mienne, que ce soit à Montréal avec toi ou ici à Toulouse seule. Mais je ne vais plus vivre la vie de quelqu'un d'autre. Ses yeux se remplissent de larmes qui commencent enfin à couler sur ses joues. Sais-tu depuis combien de temps j'attends de t'entendre dire quelque chose comme ça? Quoi? Que tu veux construire une vie qui soit vraiment la tienne. Claire, c'est tout ce que j'ai voulu pour toi pendant des années. Te voir heureuse, te voir libre, te voir être complètement qui tu es sans t'excuser. Elle s'approche et prend mon visage entre ses mains, ses pouces essuyant les larmes que je n'avais pas réalisé que je versais. « Si tu viens avec moi à Montréal, dit-elle doucement, ça ne peut pas être parce que tu fuis d'ici. Ça doit être parce que tu cours vers quelque chose. Vers nous, vers ta propre vie, vers qui tu veux être. Et si c'est les deux? Demandai-je. Et si je fuyais une vie qui ne m'allait jamais et courais vers une qui pourrait enfin m'aller? Alors, dit-elle, se penchant jusqu'à ce que son front touche le mien, je pense que nous devrions appeler le Musée des Beaux-Arts de Montréal demain matin. Le soulagement que je ressens est si intense qu'il me fait presque tomber. Vraiment? Vraiment? Mais Claire, il y a des conditions. Lesquelles? Première, tu viens comme mon égale, pas comme ma dépendante. Nous trouvons un moyen pour que tu aies ton propre but là-bas, ta propre carrière, ta propre identité qui ne dépendent pas de moi. D'accord. Deuxième, si à un moment tu réalises que tu as fait une erreur, que ta vie d'avant te manque, tu me le dis immédiatement. Tu ne prétendras pas être heureuse pour moi. D'accord, mais ça vaut pour toi aussi. Si tu réalises qu'une relation est plus compliquée que ce que tu veux pendant que tu essaies de construire la carrière de tes rêves,
Tu me le dis. D'accord. Et troisième, elle s'arrête, comme si la prochaine condition était la plus difficile à dire. Quoi? Troisième, tu me donnes du temps pour croire que c'est réel. Que après 5 ans à t'aimer en silence, j'ai vraiment la chance de t'aimer à voix haute. Au lieu de répondre avec des mots, je l'embrasse. C'est notre deuxième baiser. Mais il semble le premier, car cette fois, il n'y a ni panique, ni crise, ni drame. Juste nous, sous les étoiles françaises, prenant la décision la plus courageuse de nos vies. Quand nous nous séparons, nous sourions toutes les deux. Alors, dis-je, comment disons-nous à ma famille que leur fille fraîchement sortie du placard déménage au Canada avec la femme qu'elle aime? Je pense, dit Amélie en riant, qu'après le drame d'aujourd'hui, ça va sembler relativement simple. Elle a raison. Après avoir annulé un mariage de 50 000 € devant 200 invités, annoncer que je déménage à Montréal va être un jeu d'enfant. Nous retournons vers le château main dans la main, nos pas synchronisés, notre avenir enfin aligné sur nos cœurs. Au loin, nous pouvons encore entendre la musique et les rires de la fête qui continue, la célébration qui a commencé comme mon mariage et s'est transformée en quelque chose de complètement différent. Une fête de nouveau départ. Demain, il y aura des appels téléphoniques à passer, des plans à changer, toute une vie à réorganiser. Demain, nous devrons affronter les réalités logistiques de ce que nous avons décidé. Mais ce soir, en marchant dans les jardins du château de Rennery sous la pleine lune, je sais enfin qui je suis et ce que je veux. Et pour la première fois de ma vie, ces deux choses sont exactement les mêmes. Quand nous arrivons à l'entrée du château, je m'arrête et regarde en arrière, vers le pavillon où ma vie a changé, vers les vignes qui ont été les témoins silencieux de ma transformation. Des regrets? Demande Amélie, suivant mon regard. Un seul, réponds-je. Son visage se tend d'inquiétude. Lequel? Qu'il nous ait fallu autant de temps pour arriver ici. Son sourire illumine tout son visage, et pendant un instant, je peux voir exactement à quoi elle ressemblera dans 10 ans, dans 20 ans, dans toute une vie que nous allons construire ensemble à partir de zéro. Mieux vaut tard que jamais, dit-elle, poussant la porte pour entrer dans le château où notre avenir nous attend. Le lendemain matin arriva comme un marteau sur mon crâne, pas à cause du vin de la veille, mais à cause de la réalité brutale de ce qu'Amélie et moi avions décidé dans la magie dorée du pavillon. Je me réveillais dans ma chambre d'enfance chez mes parents, toujours dans ma robe de mariée, le maquillage coulant créant des ombres gothiques sous mes yeux, et pendant un terrible moment, je pensais que tout avait été un rêve élaboré. Mais alors je vis mon téléphone, 17 appels manqués de Thomas, 8 messages de Sophie demandant si j'allais bien, 3 emails de mon patron me demandant si j'avais besoin de congé, et un SMS d'Amélie disant simplement « Bonjour mon amour, es-tu toujours sûre ?» La question me frappa comme de l'eau froide. Étais-je sûre? À la lumière crue du jour, avec la tête claire et le romantisme de la nuit précédente réduit à des souvenirs, étais-je vraiment prête à abandonner tout ce que je connaissais pour une femme que j'avais techniquement embrassée pour la première fois il y a moins de 24 heures? Je me levais et me regardais dans le miroir de ma coiffeuse d'adolescence, entourée de photos de moments qui semblaient maintenant appartenir à la vie de quelqu'un d'autre. Remise de diplôme, vacances familiales, fêtes avec Thomas. La femme dans le miroir semblait une étrangère dans la robe froissée d'une vie qu'elle ne voulait plus. On frappa doucement à ma porte. « Claire ?» La voix de ma mère, chargée d'inquiétude maternelle et de café fraîchement préparé. « Entre, maman. » Elle entra avec un plateau. Café au lait, croissant chaud, confiture de framboise maison. Les armes traditionnelles françaises contre toute crise existentielle. « As-tu dormi ?» demanda-t-elle, s'asseyant au bord de mon lit comme quand j'étais enfant et faisais des cauchemars. « Un peu. » Je m'assis à côté d'elle et pris la tasse de café, inhalant l'arôme familier qui signifiait toujours sécurité et foyer. « Maman, as-tu déjà pris une décision dont tu savais qu'elle était juste mais qui te terrifiait complètement? Tu veux dire à part avoir des enfants? » sourit-elle tristement. « Ma chérie, quand ton père m'a demandé de quitter Paris pour venir ici avec lui, j'ai pensé que j'étais folle. J'avais une carrière prometteuse dans la mode, un appartement que j'adorais, des amis, toute une vie construite. Mais tu es venue quand même? Je suis venue parce que je savais que sans lui, tous ces autres éléments de succès sembleraient vides. L'amour véritable, Claire, n'est pas confortable. Il est terrifiant et compliqué, et il te demande de tout miser sur quelque chose que tu pourrais perdre. » Ces paroles résonnèrent dans ma poitrine vide. « Comment as-tu su que tu ne faisais pas une terrible erreur? » « Je ne l'ai pas su, » admit-elle. « Mais je savais que le regret de ne pas essayer serait pire que le risque d'échouer. » Je bus mon café en silence, digérant ses paroles, quand mon téléphone sonna. C'était Amélie. « Puis-je répondre ?» demandai-je à ma mère. « Bien sûr, ma chérie. »« Allô? » Claire. La voix d'Amélie semblait tendue, différente. « Il faut qu'on parle. Peux-tu venir chez moi? »« Qu'est-ce qui se passe? Tu vas bien? »« Juste, viens, s'il te plaît. C'est important. » Elle raccrocha avant que je puisse poser plus de questions. Ma mère dut voir l'inquiétude sur mon visage. « Va, dit-elle.
Mais Claire, souviens-toi, les décisions prises dans la panique sont rarement les bonnes, mais celles évitées par peur ne le sont pas non plus. 1 heure plus tard, j'étais devant l'appartement d'Amélie dans le cœur historique de Toulouse, vêtue d'un jean et d'une chemise simple, me sentant étrangement nue sans le drame de la veille. Je frappai à la porte et attendis, mon cœur battant d'une anxiété que je ne pouvais nommer. Amélie ouvrit la porte et je sus immédiatement que quelque chose n'allait pas du tout. Son visage était pâle, ses yeux gonflés comme si elle avait pleuré, et elle arborait cette expression soigneusement contrôlée qu'elle utilisait quand elle essayait de ne pas s'effondrer complètement. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demandai-je, entrant dans son appartement que je connaissais comme le mien. « Assieds-toi », dit-elle, désignant le canapé où nous avions passé des centaines de nuits à regarder des films, à parler de tout et de rien, à être les meilleurs amis qui n'admettaient jamais être quelque chose de plus. Je m'assis, mais elle resta debout, faisant les 100 pas comme un animal en cage. « Amélie, tu me fais peur. Qu'est-ce qui se passe ?» Elle s'arrêta et me regarda directement. « J'ai appelé le musée ce matin, pour accepter le poste à Montréal. C'est bien, non ?» Ma voix semblait incertaine, même à mes propres oreilles. J'ai parlé à la directrice du musée, Dr. Catherine Laurent. Elle m'a donné plus de détails sur le poste, sur ce qu'il implique vraiment. Et, Claire, sa voix se brisa, ce n'est pas juste créer un nouveau département. C'est restructurer complètement la manière dont le musée aborde l'art contemporain. Ça veut dire des voyages constants. New York, Paris, Londres, Berlin. Ça veut dire travailler 18 heures par jour la première année. Ça veut dire que pendant les 2 prochaines années, ma vie sera complètement consumée par ce travail. J'eus l'impression que le sol s'ouvrait sous mes pieds. Qu'es-tu en train de dire? Je dis que hier soir, dans le jardin, quand nous planifions notre vie parfaite à Montréal, je n'avais aucune idée de ce que je te demandais vraiment. Elle s'assit enfin, mais sur la chaise en face du canapé, gardant une distance entre nous. Je dis que je te demanderai d'abandonner tout pour déménager dans une ville où je serai absente la plupart du temps, où tu seras seule à essayer de construire une nouvelle vie pendant que je construis ma carrière. Mais on peut faire en sorte que ça marche, dis-je, bien que ma voix sonne creuse même à mes oreilles. Les couples gèrent des carrières exigeantes tout le temps. Les couples qui sont ensemble depuis des années et qui ont une base solide? Oui. Les couples qui se sont embrassés pour la première fois hier? Amélie secoua la tête. Claire, ce n'est pas juste pour toi. Et honnêtement, je ne sais pas si c'est juste pour moi non plus. Qu'est-ce que tu veux dire? Elle se leva à nouveau, marchant vers la fenêtre donnant sur la Garonne. Je veux dire que je suis amoureuse de toi depuis 5 ans. 5 ans à fantasmer sur ce que ce serait d'être avec toi, de t'aimer ouvertement. Et maintenant que j'ai enfin cette opportunité, j'ai aussi l'opportunité professionnelle de ma vie. Comment puis-je donner tout de moi aux deux? Comment puis-je être la partenaire que tu mérites et la curatrice que je dois être? Ces paroles me transpercèrent comme des couteaux de glace. Alors quoi? Tu as décidé que tu ne pouvais pas avoir les deux? Alors tu choisis ta carrière? Non. Elle se tourna vers moi, des larmes coulant sur ses joues. Ce n'est pas si simple. Claire, je t'aime tellement que ça fait mal. Mais j'ai aussi peur que tu viennes avec moi et que tu m'en veuilles parce que tu as sacrifié tout pour une femme qui est trop occupée à construire sa carrière pour te donner l'attention que tu mérites. Et si c'était à moi de décider? Et si tu prends la mauvaise décision? Et si dans 6 mois, tu es seule à Montréal, sans travail, sans amis, sans famille, pendant que je suis à Berlin pour 3 semaines à organiser une exposition? Comment pourrais-je vivre avec cette culpabilité? Je me levai du canapé, sentant une fureur que je ne savais pas que j'avais. Tu sais quoi, Amélie? Tu as raison. Son visage se décomposa. Quoi? Tu as raison. On ne devrait pas faire ça. Les mots sortirent de ma bouche avant que mon cerveau puisse les traiter complètement, propulsé par la douleur et l'humiliation. Clairement, je suis prête à tout miser sur nous. Et toi? Tu cherches des excuses pour ne pas le faire. Claire, non. Non, c'est bon. Je comprends. J'ai été ton second choix pendant 5 ans, hein? Le plan de secours émotionnel pendant que tu attendais que quelque chose de mieux arrive. Et maintenant que quelque chose de mieux est arrivé, ce travail incroyable, évidemment, je reste le second choix. « Ce n'est pas vrai !» cria-t-elle, et c'était la première fois que je l'entendais crier. « Tu n'as jamais été mon second choix. Tu as été mon premier choix pendant des années, mais je n'ai jamais eu l'occasion de te choisir. Et maintenant que tu as l'occasion, tu la gâches. » Nous restâmes là, nous criant l'une à l'autre dans son appartement rempli de souvenirs d'une amitié que nous venions de dynamiter, toutes les deux en train de pleurer, toutes les deux furieuses, toutes les deux terrifiées. Le silence qui suivit fut assourdissant. « Peut-être, dis-je enfin, ma voix dangereusement calme, qu'hier était une erreur. Peut-être que j'ai interrompu mon mariage par panique, pas par amour. Peut-être que nous confondons toutes les deux l'intensité émotionnelle d'une crise avec un amour véritable. » Amélie me regarda comme si je l'avais giflée. « Tu le penses vraiment? » « Je ne sais pas, mentis-je. Je ne sais pas quoi croire. La seule chose que je sais, c'est qu'hier,
Je pensais avoir enfin trouvé quelqu'un prêt à construire une vie avec moi, et il s'avère que j'ai trouvé quelqu'un d'autre qui est trop effrayé pour essayer. Je n'ai pas peur d'essayer, murmura-t-elle. J'ai peur d'échouer. J'ai peur de te blesser. J'ai peur que tu me détestes quand tu réaliseras ce que ça signifie vraiment d'être avec quelqu'un dont la carrière va consumer sa vie pendant les prochaines années. Mais tu ne m'as jamais donné l'occasion de prendre cette décision moi-même, dis-je marchant vers la porte. Tu as décidé pour nous deux que ça ne pouvait pas marcher. Claire, attends. Mais j'avais déjà ouvert la porte. Je me retournai une dernière fois pour la regarder, debout au milieu de son appartement, les cheveux en désordre et les yeux rouges, ressemblant plus à une femme brisée qu'à la professionnelle accomplie qu'elle était sur le point de devenir. « Va à Montréal, Amélie, » dis-je, et ma voix semblait celle d'une étrangère. « Construis ta carrière incroyable, sois brillante et réussie et tout ce que tu as toujours voulu être. Mais ne prétends pas que c'est pour mon bien. C'est parce que tu as peur, et c'est normal d'avoir peur. Sois juste honnête à ce sujet. » Je fermai la porte derrière moi et marchai dans les rues de Toulouse qui avaient été mon foyer toute ma vie, qui maintenant semblait être la scène de mon second cœur brisé en 48 heures. Mais cette fois, c'était pire, parce que ce n'était pas la douleur familière d'une relation qui n'avait jamais été complètement réelle. C'était la douleur aiguë et dévastatrice de perdre quelque chose qui aurait pu être réel, si nous avions été assez courageuses. Quand j'arrivai à la maison, mes parents étaient dans la cuisine, m'attendant évidemment avec anxiété. « Ah, comment ça s'est passé ?» demanda ma mère. « C'est fini. » dis-je simplement. « Qu'est-ce que tu veux dire? » Je veux dire qu'Amélie a décidé que sa carrière était plus importante que nous, et peut-être qu'elle a raison. Peut-être qu'hier était une belle fantaisie qui s'est effondrée dès qu'elle a touché la réalité. Mon père fronça les sourcils. « C'est vraiment ce que tu crois? » La question m'arrêta. Est-ce que c'était vraiment ce que je croyais? Ou était-ce ce que j'avais besoin de croire pour me protéger de la douleur d'admettre que la femme que j'aimais n'était pas prête à se battre pour nous quand les choses se compliquaient? « Je ne sais pas, papa. » admis. « Je ne sais pas quoi croire sur rien. »« Tu sais ce que je crois, moi ?» dit-il, s'approchant et posant ses mains sur mes épaules. « Je crois que deux personnes qui s'aiment assez pour se blesser mutuellement, afin de se protéger de la douleur, ne devraient pas abandonner si facilement. » Ces paroles résonnèrent en ma tête tandis que je montais dans ma chambre et me jetais sur le lit où j'avais rêvé d'aventure et d'amour véritable pendant toute mon adolescence. Dehors, Toulouse continuait sa vie quotidienne, indifférente au drame qui avait détruit mon monde 2 fois en 2 jours. Mon téléphone vibra. Un message d'Amélie. « Je suis désolée. Pour tout. » Je regardais le message pendant longtemps, mes doigts suspendus au-dessus du clavier, une douzaine de réponses différentes se formant et se dissolvant dans mon esprit. Finalement, j'écrivis en retour « Moi aussi. » Mais en envoyant le message, une petite partie persistante de mon cœur murmurait que peut-être mon père avait raison. Peut-être que les personnes qui s'aiment vraiment ne renoncent pas quand les choses deviennent difficiles. Peut-être qu'elles se battent. Si vous vous abonnez à cette chaîne et que vous likez cette vidéo, vous m'accompagnerez à chaque instant de cette histoire qui met mon cœur sans dessus-dessous pendant que je l'écris. Votre soutien signifie le monde pour moi, surtout quand j'arrive à des moments comme celui-ci qui me brisent émotionnellement, mais que je sais nécessaire pour que Claire et Amélie trouvent leur chemin. Le problème, c'était que je ne savais pas comment me battre pour quelqu'un qui avait décidé qu'il valait mieux me protéger d'elle-même. Je passais les heures suivantes à marcher sans but dans Toulouse, dans les rues pavées qui avaient été témoins de toute ma vie, essayant de comprendre comment j'étais arrivée à ce point. Sans petit ami, sans meilleur ami, sans plan pour l'avenir, et avec le cœur brisé d'une manière que je n'avais jamais connue auparavant. Je finis par atterrir sur la place du Capitole, assise dans un café où Amélie et moi avions passé d'innombrables après-midi à étudier, à parler, à rêver d'avenir qui n'incluait jamais la possibilité que nous puissions nous aimer l'une l'autre. Je commandai un café que je ne voulais pas et observai les couples se promenant sur la place. Certains jeunes et pleins d'énergie nerveux, d'autres, plus âgés avec la commodité de décennies ensemble. Mon téléphone vibrait constamment. Des messages de Sophie demandant si j'allais bien, de mes cousines offrant une distraction, de collègues au travail exprimant de la confusion à cause des rumeurs qui avaient recommencé à circuler. Mais j'ignorais tous, sauf un. Thomas. « Claire, je sais que tu ne veux probablement pas me parler, mais pourrais-tu me rencontrer? Il y a quelque chose que tu dois entendre. » Son message me surprit. Après tout ce que je lui avais fait, la dernière chose à laquelle je m'attendais était que Thomas veuille me voir. Mais quelque chose dans son ton me fit répondre. « Où? » Le jardin du château, là où nous devions nous marier. Dans 1 heure. 1 heure plus tard, j'étais debout au même endroit où ma vie avait explosé, regardant les chaises encore empilées après la célébration improvisée de la veille. Thomas était déjà là, vêtu de manière décontractée pour la première fois depuis que je le connaissais, sans le smoking ni le costume d'affaires qui était son uniforme habituel. « Merci d'être venu, » dit-il quand je m'approchais. Il n'essaya pas de m'embrasser ou de me toucher, gardant une distance respectueuse que j'appréciais. « De quoi voulais-tu parler ?» demandai-je,
ma voix plus rauque que je ne le voulais. De toi et Amélie. Thomas, tu n'as pas besoin de... Besoin... Si, j'en ai besoin, m'interrompit-il doucement. Claire, après que tu sois partie hier, je n'ai pas pu m'arrêter de penser. Pas seulement à nous, mais à toi et Amélie, à toutes les fois où nous étions tous les trois ensemble et où je me sentais comme le troisième roue du carrosse. Ces paroles me frappèrent comme une gifle. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire qu'il y a toujours eu quelque chose entre vous que je ne pouvais pas toucher. Une connexion qui allait au-delà de l'amitié. Je pensais que c'était juste parce que vous vous connaissiez depuis plus longtemps, mais maintenant je comprends que c'était de l'amour. Je m'assis lourdement sur l'une des chaises restantes, me sentant épuisée par les émotions des 2 derniers jours. Ça n'a plus d'importance maintenant. C'est fini. Pourquoi? Parce qu'elle a choisi sa carrière plutôt que nous. Parce que c'est trop compliqué. Parce que peut-être qu'elle avait raison et qu'hier n'était que de la panique, pas un amour véritable. Thomas s'assit sur la chaise à côté de moi, et pendant un moment, nous restâmes en silence, regardant vers les vignes où Amélie et moi avions pris la décision la plus importante de nos vies la veille au soir. « Puis-je te dire quelque chose ?» dit-il enfin. « Bien sûr. Quand j'ai décidé de te demander en mariage, ce n'était pas parce que j'étais fou d'amour et que je ne pouvais pas vivre sans toi. » Ces paroles étaient brutalement honnêtes, mais elles ne faisaient pas mal comme je l'attendais. C'était parce que tu étais parfaite sur le papier. Intelligente, belle, d'une bonne famille, compatible avec moi de toutes les manières évidentes. Je pensais que l'amour passionné était pour les livres et les films, que les mariages réels se construisaient sur des bases plus pratiques. Et maintenant, je t'ai vu regarder Amélie de la manière dont tu ne m'as jamais regardée. J'ai vu comment tu t'illumines quand elle entre dans une pièce, comment ta voix change quand tu parles d'elle, comment même quand nous avions une conversation romantique, tes yeux cherchaient instinctivement son visage dans une foule. Des larmes commencèrent à se former dans mes yeux à nouveau. « Thomas, je n'essaie pas de te faire sentir mal, » dit-il rapidement. « J'essaie de te faire comprendre que ce que tu as avec elle est extraordinaire. C'est le genre d'amour pour lequel les gens écrivent des poèmes, pour lequel ils laissent tout, pour lequel il vaut la peine de se battre. » « Mais elle ne veut pas se battre, » murmurait. « Elle a décidé que sa carrière était plus importante. Ou a-t-elle décidé que sa carrière était une excuse plus facile que d'admettre qu'elle est terrifiée? » Sa question me fit le regarder directement pour la première fois. « Qu'est-ce que tu veux dire? » « Claire, j'ai connu Amélie pendant presque 2 ans. Je l'ai vue refuser des invitations à des rendez-vous, s'excuser d'événements sociaux, même changer de sujet quand ses parents demandaient sur sa vie amoureuse. Tu sais pourquoi? Je secouai la tête. Parce qu'elle t'attendait. Pendant des années, elle t'a attendu pour que tu réalises ce que tous les autres pouvions voir. Il se pencha en avant, son expression sérieuse. Une femme qui t'a attendu 5 ans ne va pas abandonner au premier obstacle. Elle est effrayée, Claire. Elle est terrifiée que si vous essayez et que ça ne marche pas, elle perdra non seulement l'opportunité de t'aimer, mais aussi votre amitié. Alors qu'est-ce que je suis censée faire? Te battre pour elle, de la même manière qu'elle s'est battue silencieusement pour toi pendant des années. Comment? Thomas sourit, et pour la première fois depuis que je le connaissais, il sembla vraiment heureux. Ça, tu dois le découvrir toute seule. Mais Claire, si tu n'essaies pas, si tu laisses la peur gagner, tu passeras le reste de ta vie à te demander ce qui se serait passé. Et crois-moi, c'est une manière terrible de vivre. Je me levai de la chaise, me sentant plus claire que je ne l'avais été depuis des jours. Thomas, comment peux-tu être aussi compréhensif après tout ce que je t'ai fait? Parce que, dit-il, se levant aussi, je veux que tu sois heureuse. Et pour la première fois depuis que je te connais, je crois savoir exactement ce qui te rendrait heureuse. Merci, murmurai-je, et je l'enlaçai brièvement. Tu es un homme incroyable, et un jour, tu trouveras quelqu'un qui t'aimera de la manière dont tu mérites d'être aimé. Je le sais, dit-il simplement. Et toi, tu trouveras la manière de te battre pour la femme que tu aimes. Tandis que je m'éloignais du château, mon esprit commença à fonctionner plus clairement que depuis des jours. Thomas avait raison. Amélie n'était pas quelqu'un qui abandonnait facilement. La femme que je connaissais, qui avait été secrètement amoureuse de moi pendant 5 ans, qui avait sacrifié ses propres opportunités romantiques pour être disponible émotionnellement pour moi, n'était pas quelqu'un qui abandonnerait au premier signe de difficulté, à moins qu'elle ne soit si terrifiée de me perdre qu'elle préférait s'éloigner plutôt que de risquer le rejet. Je conduisis de retour à Toulouse avec un plan se formant dans mon esprit. Quand j'arrivai à la maison, mes parents étaient dans le jardin, buvant du vin et parlant à voix basse comme ils l'avaient fait pendant 30 ans de mariage. « Comment ça s'est passé avec Thomas ?» demanda ma mère quand je les rejoignis. « Bien, très bien, en fait. » Je me servis un verre de vin et m'assis sur la chaise entre eux. Il m'a aidé à comprendre certaines choses. « Comme quoi ?» demanda mon père. « Comme que je ne vais pas renoncer à Amélie sans me battre d'abord. » Mes parents échangèrent un regard que je ne pus interpréter. « Quoi ?» demandai-je. « Rien, » dit ma mère, mais il y avait un sourire jouant au coin de ses lèvres. « Juste que peut-être Amélie n'est pas la seule qui a attendu. »« Qu'est-ce que tu veux dire ?»« Je veux dire, » dit mon père,
que peut-être elle aussi a attendu que tu te battes pour elle. Ce soir-là, je ne pus pas dormir. Au lieu de cela, je m'assis à mon bureau d'adolescence et j'écrivis. J'écrivis sur 5 ans d'amitié qui avaient été de l'amour déguisé. J'écrivis sur des peurs qui avaient presque détruit la meilleure chose qui soit entrée dans ma vie. J'écrivis sur Montréal, sur les carrières, sur comment l'amour véritable ne signifie pas sacrifier des rêves, mais trouver des moyens créatifs de poursuivre des rêves ensemble. Quand j'eus fini, le soleil se levait sur Toulouse et je savais exactement ce que j'avais à faire. À 9 heures du matin, j'étais à nouveau devant l'appartement d'Amélie. Cette fois, je ne frappais pas à la porte. Au lieu de cela, je m'assis sur les marches avec ma lettre et attendis. Elle sortit à 10h30, vêtue professionnellement avec une petite valise, évidemment en route pour l'aéroport pour son vol vers Montréal. Elle s'arrêta net quand elle me vit. « Claire, qu'est-ce que tu fais ici? »« Je me bats pour toi, » dis-je simplement, me levant et lui tendant la lettre. Parce que Thomas m'a fait comprendre qu'une femme qui m'a attendu 5 ans ne va pas abandonner après un jour, et qu'une femme qui est prête à annuler son propre mariage ne va pas abandonner après une dispute. Elle prit la lettre avec des mains tremblantes, ses yeux ne quittant jamais les miens. « Lis-la dans l'avion, » dis-je. « Et quand tu arriveras à Montréal, si tu penses toujours que c'est trop compliqué, trop risqué, trop rapide, appelle-moi et je respecterai ça. Mais si une partie de toi croit que nous pouvons faire en sorte que ça marche, que nous pouvons trouver un moyen de soutenir ta carrière et de construire une relation en même temps, alors appelle-moi aussi, Claire. »« Je t'aime, Amélie, » dis-je, l'interrompant. « Je t'aime d'une manière qui me terrifie et m'excite et me donne envie d'être courageuse pour la première fois de ma vie. Et je vais me battre pour nous jusqu'à ce que tu me dises définitivement d'arrêter. » Elle s'approcha et prit mon visage entre ses mains, ses yeux brillants de larmes. « Et si j'échoue ?» murmura-t-elle. « Et si je ne peux pas tout équilibrer? Et si je te déçois? Alors nous échouerons ensemble, » dis-je fermement, « et nous le résoudrons ensemble, et nous construirons quelque chose de nouveau ensemble. Mais arrêtons de prendre des décisions basées sur ce qui pourrait mal tourner, et commençons à les baser sur ce qui pourrait tourner incroyablement bien. » Elle m'embrassa alors, là, sur les marches de son appartement, avec sa valise à nos pieds et le taxi attendant pour l'emmener à l'aéroport. Ce fut un baiser de promesses et de possibilités, de peurs partagées et d'espoirs audacieux. « Je dois prendre ce vol, » dit-elle quand nous nous séparâmes. « Je sais, mais je vais t'appeler, je sais. »« Je t'aime aussi, » murmura-t-elle contre mes lèvres. « Je t'aime tellement que ça fait mal, et je vais trouver le moyen de faire en sorte que ça marche. Je sais. » Je la vis partir en taxi, ma lettre serrée dans sa main, mon cœur complet pour la première fois depuis des jours. Je ne savais pas exactement comment nous allions résoudre les détails logistiques. Je ne savais pas si Montréal allait fonctionner ou si nous devrions trouver un autre chemin. Mais je savais que nous allions essayer ensemble. 3 jours plus tard, mon téléphone sonna à 3 heures du matin, heure de Toulouse. « Allô ?» répondis-je, bien que je sache déjà qui c'était. « Claire. » La voix d'Amélie semblait excitée, épuisée, pleine d'espoir. « Tu es réveillée ? » « Maintenant, oui. » J'ai parlé à l'Adre Laurent à propos de mon poste, à propos des exigences de voyage, de l'horaire, de comment faire en sorte que tout fonctionne. Et il s'avère que le musée envisage d'élargir son programme d'échanges internationaux. Ils ont besoin de quelqu'un pour coordonner des expositions entre Montréal et l'Europe. Quelqu'un qui parle parfaitement français et qui comprend à la fois le marché de l'art européen et nord-américain. Mon cœur commença à battre plus vite. « Amélie, te plairait-il être la première coordinatrice des échanges culturels du Musée des Beaux-Arts de Montréal? » Je m'assis dans mon lit, complètement réveillée maintenant. « Tu parles sérieusement? » »« Complètement sérieusement. Ça veut dire que nous travaillerons dans le même musée, mais dans des départements différents. Ça veut dire que quand je voyagerai, tu pourrais venir avec moi parfois comme partie de ton travail. Ça veut dire que nous construirions nos carrières ensemble dès le début. » Amélie, les larmes coulaient sur mon visage. Mais cette fois, c'étaient des larmes de joie pure. Est-ce que c'est un oui? C'est un oui retentissant, accablant, terrifiant et complètement convaincu. Son rire résonna à travers l'Atlantique. « Alors fais tes valises, mon amour. Nous avons une vie à construire. » 6 mois plus tard, j'étais debout sur la terrasse de notre appartement dans le plateau Mont-Royal à Montréal, regardant la ville qui était devenue notre foyer, attendant qu'Amélie revienne de sa première grande exposition à New York. Le musée avait été tout ce que nous avions espéré et plus. Challenging, stimulant, plein d'opportunités pour grandir tant professionnellement qu'ensemble. J'entendis la clé dans la porte et courus vers elle comme si nous avions été séparés pendant des mois au lieu d'une semaine. « Tu m'as tellement manqué !» cria-t-elle, me soulevant du sol dans une étreinte qui me coupa le souffle. « Comment s'est passée l'exposition? » « Incroyable, mais pas aussi incroyable que de rentrer à la maison avec toi. » Tandis que nous nous assîmes sur notre canapé, partageant du vin québécois et parlant de nos semaines, je pensais au jour où j'avais presque épousé Thomas, au jour où j'avais découvert qui j'étais vraiment, au jour où j'avais presque tout perdu par peur. « Des regrets ?» demanda Amélie, comme si elle avait lu mes pensées.
Un seul, dis-je, me blottissant dans ses bras. Lequel? Que je n'ai pas annulé ce mariage plus tôt. Son rire remplit notre appartement, notre foyer, notre nouvelle vie construite sur les bases du courage et de l'amour véritable. Dehors, Montréal brillait dans la nuit canadienne, une ville que nous n'aurions jamais connue si nous n'avions pas été assez courageuses pour miser sur nous-mêmes. Et à l'intérieur, dans notre petit appartement rempli d'art et d'espoir et de promesses tenues, je compris enfin ce que signifiait être complètement chez soi. Si vous êtes arrivés jusqu'ici avec moi dans cette montagne russe émotionnelle, si vous avez ressenti chaque douleur et chaque joie avec Claire et Amélie, s'il vous plaît, likez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Votre soutien signifie que je peux continuer à raconter des histoires qui célèbrent l'amour dans toutes ses formes compliquées et magnifiques. Et s'il vous plaît, dites-moi dans les commentaires votre note de 0 à 10 pour cette histoire. C'est super important pour moi de savoir ce qui a résonné avec vous, ce qui vous a ému, ce qui vous a fait croire au pouvoir transformateur de l'amour véritable. Parce qu'au final, nous cherchons tout ça. Le courage d'être qui nous sommes vraiment et l'amour qui nous accepte complètement, une fois que nous trouvons ce courage. Et parfois, si nous avons beaucoup de chance, nous trouvons les deux en même temps.